Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, nous parlons d'un nouveau service pour gérer les données médicales. Nous parlons également d'améliorations apportées à Amplify, CodeGuru et au VPC Security Group. Nous allons fêter ensemble un anniversaire, alors préparez-vous à souffler des bougies. Et puis nous revenons sur quelques statistiques de consommation de services AWS, des statistiques collectées à l'occasion du dernier Amazon Prime Day, pour vous démontrer une fois de plus, et si besoin en a encore, la capacité élastique du cloud. Le podcast AWS en français, épisode 62, c'est parti. Bienvenue, merci de nous écouter, merci de nous faire confiance. Vous le savez, une semaine sur deux, nous passons en revue les dernières actualités AWS, les nouveaux services et les changements apportés aux services. Et je voudrais commencer, une fois n'est pas coutume, par un nouveau service. C'est presque une fois toutes les 2 semaines pour le moment, les nouveaux services. Un service qui s'appelle Amazon Health Lake. Et Health Lake, c'est un service qu'on avait pré-annoncé lors de la conférence re:Invent en novembre-décembre l'année dernière, qui est maintenant disponible pour tous. C'est un réservoir de données, un data lake, spécialement construit pour les données de santé. Donc il n'y a pas d'infrastructure à gérer, vous créez votre repository de données en quelques clics et puis vous pouvez uploader vos données soit structurées, soit non structurées comme dans tous les data lakes pour ensuite les analyser avec quelques spécificités healthcare. On supporte notamment un format de données qui s'appelle FHIR, avec plus de 71 types de ressources FHIR qui sont supportées. Dans le blog post d'annonce, mon collègue Julien Simon vous donne également quelques outils qui permettent de faire des conversions de données vers ce format-là. Et puis un système basé sur l'apprentissage machine qui permet de faire des queries en langage naturel. Donnez-moi tous les records patients qui parlent de ceci ou de cela avec tel type de médicaments par exemple. Et le système est capable de comprendre votre query, d'aller rechercher les données et de vous donner accès aux résultats. Vous pouvez évidemment exporter les données du data lake vers Amazon S3 et puis les intégrer avec les autres services AWS data de traitement de données que vous connaissez. Je vous invite à lire le blog post de Julien Simon et je vous mets les notes évidemment je vous mets l'URL évidemment dans les notes du podcast. Petite nouveauté sur Amplify. Amplify, vous le savez, c'est difficile à définir Amplify en une phrase. C'est une ligne de commande qui vous permet de provisionner vos back-end cloud pour des applications web ou mobiles, mais c'est également un système de CI/CD pour vos applications web, avec une console graphique très très facile à utiliser. Des petites améliorations qui concernent justement ce CI/CD. Il y avait déjà pas mal de choses qui étaient possibles. On pouvait par exemple, lancer la construction d'un nouveau back-end pour chaque pull request de manière à ce qu'on puisse tester les pull requests en isolation les unes par rapport aux autres. La console s'améliore avec la possibilité de générer la wsexport.js, vous savez, ce fichier de configuration d'Amplify côté back-end et le réintégrer dans votre projet avec un Amplify pool. Également la possibilité maintenant de pouvoir choisir son back-end pour plusieurs front-ends. Donc si vous avez une application typiquement web, Android, iOS, eh bien vous pouvez avoir ces 3 front-ends qui vont se partager un back-end. Maintenant c'est possible dans la console, c'était déjà possible en ligne de commande avant, mais il fallait un peu de manipulation de fichiers texte. Et puis quelque chose qui a l'air de rien mais qui va vous faire gagner du temps quand même, ce sont les back-end build conditionnels. Jusqu'à présent, dès que vous faisiez un changement, bien à la fois le front-end et le back-end allaient être reconstruits dans le cloud, en tout cas les deltas, les différences par rapport au back-end qui était déjà créé. Maintenant, à l'aide d'un petit flag, vous pourrez dire on ne va pas faire le changement du back-end. Si vous savez que vous n'avez rien touché au back-end, eh bien la procédure de build ne va pas passer du temps à essayer de trouver la différence et d'appliquer cette différence. Donc ça, ce sont les nouveautés pour Amplify. Si vous êtes dans le réseau VPC, les Security Group, quelques changements également. Alors, il peut paraître mineur, mais au fait, c'est une fondation qui va nous servir à continuer d'innover pour les VPC. Vous savez, dans les Security Group, il y a des règles, et chaque règle est exprimée par le port, le numéro de port, le protocole, donc TCP22, et puis une adresse IP source, par exemple. Et chaque fois que vous voulez modifier des règles, par exemple, il faut redéfinir ces 3 paramètres, puisque c'est ces 3 paramètres qui définissent c'est quoi le security rule dont vous parlez, donc le protocole, le port de source, le port de destination et le range d'adresse IP. C'est même 4 paramètres pour être précis.
Nouveau depuis quelques semaines, maintenant les VPC rajoutent, et ils le font automatiquement pour vous, un Rules ID. Donc quand vous créez un security group avec une règle, la règle va recevoir un ID. Et ce qui est intéressant avec cet ID, d'abord c'est que vous pouvez le réutiliser d'un security group à l'autre. Ça veut dire que si vous avez un changement à faire, vous pouvez appliquer maintenant un changement spécifiquement à une règle et à une règle ID, un Rule ID, et ce changement sera reporté dans tous les security groups qui utilisent cette règle-là. Vous pouvez aussi taguer les règles dans un security group. Jusqu'à présent, on pouvait taguer uniquement que le security group lui-même. Maintenant, chaque règle individuelle devient un citoyen de première classe, peut être tagué, peut être associé avec un security group ou désassocié d'un security group. Donc, quelques petits changements dans l'API, dans la ligne de commande. Je vous explique tout ça dans un blog post. Alors, ça n'a pas l'air d'être une révolution comme ça, peut-être que vous avez raison, mais je me répète, c'est la base pour pouvoir, maintenant qu'on a cette entité Rules ID qui est présente dans nos systèmes, ça va nous permettre de pouvoir innover dans le futur autour des VPC et des VPC Security Group. Des nouveautés pour Amazon CodeGuru également. Vous savez, Amazon CodeGuru, c'est ce système qui vous permet d'automatiser l'analyse de votre code source et de détecter des bugs ou des problèmes de sécurité en appliquant des techniques d'apprentissage machine. CodeGuru a été entraîné avec des centaines de milliers de projets Amazon et de projets open source pour détecter en Java et en Python des problèmes qu'il peut y avoir dans votre code source. Alors, CodeGuru existe depuis un peu plus d'1 an. On a diminué les prix très fort de CodeGuru il y a quelques mois, je crois que c'était au mois d'avril, là où avant nous facturions à la ligne de code analysée. Maintenant c'est un prix fixe par mois au regard de la quantité totale de code dans votre repository. Et vous pouvez faire des scans incrémentaux autant de fois que vous le souhaitez, et puis des full scans 1 ou 2 fois par mois, ou alors il y a un petit prix à payer par full scan que vous allez faire. Donc c'est une bonne idée d'intégrer CodeGuru dans vos chaînes de CI/CD. Et au fait, la nouveauté qu'on annonce cette semaine, c'est qu'on rend cette intégration plus facile puisque nous intégrons CodeGuru avec des actions GitHub. Ça veut dire que pour chaque commit fait dans un repository ou chaque pull request, vous pouvez déclencher une analyse du code, une analyse delta, juste du code qui a été modifié, et vous voyez les résultats de cette analyse directement dans la console de GitHub. Donc voilà, CI/CD, intégration continue avec CodeGuru. Une nouveauté également pour Java dans CodeGuru, c'est l'ajout de certains security detectors. Security detectors, vous pouvez voir ça comme des bots, des automatismes entraînés sur des cas particuliers, par exemple pour détecter des leaks, informations sensibles comme un mot de passe dans un log par exemple, ou pour détecter des chemins d'attaque standards comme de l'injection LDAP ou des problèmes avec des secure cookies ou de l'injection SQL, etc. On rajoute des nouveaux security detectors maintenant, en particulier des security detectors qui connaissent les JSP, donc les servlets API et les JSP de Java, mais aussi les frameworks comme Spring, et puis quelques security detectors spécifiques aux services Amazon, S3, IAM, Lambda, et puis des nouveaux security detectors également spécifiques pour certains projets, librairies open source qui sont très utilisés, comme ActiveMQ, des serveurs LDAP, des parseurs SAML et d'autres. Donc ça, ce sont les nouveautés de GitHub, de CodeGuru, l'intégration avec les actions GitHub et de nouveau Java Security Detector. Et enfin, pour terminer aujourd'hui, mon collègue Jeff Barr a publié un blog post pour fêter un anniversaire, l'anniversaire d'Amazon SimpleQ Service qui fête ses 15 ans. Nous avons un bel adolescent là. SQS, ce service de Q, a été annoncé un peu sans tambour ni trompette il y a 15 ans. En GA, en bêta, il était d'ailleurs annoncé avant S3. Donc techniquement, c'est le tout premier service AWS qui a été annoncé, en tout cas en bêta. En GA, S3 est devenu avant. En GA, c'est Generally Available. S3 est arrivé avant. SQS, juste il y a 15 ans. Je crois que c'était au mois d'avril 2006. Donc, c'est un service entièrement managé qui vous permet de poster des messages dans une file d'attente. Et puis, il y a une autre application d'aller lire les messages, ce qui permet de découpler la communication entre les applications. C'est une pattern d'architecture qui est extrêmement utilisée dans les services asynchrones. 47 millions de messages par seconde lors du dernier Amazon
Amazon Prime Day. Je reviendrai sur le Amazon Prime Day tout de suite, mais 47 millions de messages par seconde processés sur SQS. Et SQS a bien évolué avec les temps en 15 ans. Au début, par exemple, l'ordre des messages n'était pas garanti et un message pouvait être délivré plus d'une fois à cause de la distributabilité. C'est peut-être pas très français ça, mais à cause du fait que c'est un système extrêmement distribué. Et donc, cette logique de savoir si j'avais déjà traité le message ou pas, c'était quelque chose dont vous deviez tenir compte dans le code applicatif, ce qui pouvait causer un peu de travail complémentaire. Depuis quelques années maintenant, nous supportons les queue FIFO, First In First Out, donc où l'ordre des messages est garanti et où Exactly Once Delivery, chaque message est délivré une fois et une seule fois. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés d'SQS au travers des 15 ans. Il y a eu plusieurs réductions de prix sur ces 15 ans. Il y a eu également l'apparition de Dead Letter Queue. Par exemple, si vous avez une application qui consomme un message et puis qui se plante en consommant le message parce que le message est mal formé et l'application ne gère pas correctement l'erreur, le message est remis en queue, ou la même application va reprendre le message, va replanter, etc. Donc vous allez bloquer tout le système parce que ce message ne va jamais sortir de la queue et donc l'application ne pourra jamais aller chercher le message suivant. Depuis 2014, il y a le concept de Dead Letter Queue. Une Dead Letter Queue, c'est une file d'attente pour les messages invalides. S'ils n'arrivent pas à être processés après plusieurs fois, automatiquement le système le met dans la Dead Letter Queue et à vous d'écrire un process qui va aller lire cette Dead Letter Queue. Dans le blog post, il y a pas mal d'interviews de AWS Hero, vous savez, ces clients AWS qui sont reconnus pour être vocal et participer à la communauté AWS, notamment un francophone, Mathieu Napoli, que je voudrais saluer dans le podcast, qui explique qu'il utilise SQS depuis 5 ans environ et qu'il avait commencé avec des systèmes de queue qu'il gérait lui-même sur des instances EC2, mais que depuis 5 ans, il a migré vers SQS qui peut s'intégrer avec Lambda également, donc vous pouvez avoir des fonctions AWS Lambda qui se déclenche quand un message est disponible dans les queues. Jeff donne quelques pointeurs vers des ressources à lire également si vous êtes intéressé par SQS. Et puis je parlais du Prime Day 2021. Les Prime Day, ce sont 2 jours de promotion Amazon à l'échelle mondiale, donc dans tous les pays où Amazon Retail est présent. Ce sont 2 jours de promotion où nos équipes de vendeurs ont négocié des prix avec les vendeurs qui vendent sur la plateforme AWS. Et comme chaque fois, c'est une sollicitation relativement forte sur la plateforme AWS, puisque Amazon Retail fonctionne sur AWS. Nous avons utilisé pour la première fois des instances Graviton 2 avec 12 cœurs qui montrent la disponibilité de ces instances pour des workloads, pour des applications critiques. On a utilisé moins d'instances EC2 que les autres années, ce qui est un peu contre-intuitif parce que le Prime Day est plus grand que l'année passée. Il y a eu plus de transactions effectuées, mais au fait, comme les instances sont plus puissantes, nous avons eu besoin de moins d'instances. En fait, en interne chez Amazon, ils calculent la puissance d'une instance EC2 avec une métrique qu'ils ont inventée juste pour eux, qui s'appelle une Normalized Instance, une instance normalisée, un NI. Et ils ont augmenté leur Normalized Instance de 12,5%. Donc, globalement, ils utilisent plus de capacité qu'au Prime Day de l'année dernière, mais en utilisant 6000 serveurs de moins. Tout ça pourquoi ? Parce que les instances ont plus de puissance de calcul à offrir pour les applications. Quelques autres chiffres également. Amazon CloudFront, la couche de CDN, a reçu 290 millions de requêtes HTTP par minute, pour un total de 600 milliards sur la durée des 2 jours du Prime Day. Amazon Simple Queue Service, je l'ai déjà mentionné dans le podcast, a fait des pics à 47,7 millions de messages par seconde. Elastic Block Store, les équipes ont rattaché 150 pétabytes de stockage EBS pour une flotte qui a transféré 714 pétabytes par jour pendant les 2 jours du Prime Day. Aurora s'est distingué également. Aurora est utilisé par les équipes de Fulfillment Center, donc les équipes qui gèrent les systèmes qui travaillent dans les entrepôts, avec plus de 3700 bases de données
données Aurora Postgres qui ont processé 233 milliards de transactions sur presque 1600 terabytes de données. Ce sont des chiffres assez impressionnants pour des bases de données relationnelles. Et puis DynamoDB, comme tous les ans, est extrêmement sollicité pendant les Prime Day également, avec cette année des pics de requêtes par seconde à 89,2 millions de requêtes par seconde. Tout ça en gardant une latence à un seul chiffre, donc en dessous de 10 millisecondes, pour répondre à ces queries. C'est toujours intéressant de lire les statistiques du Prime Day, et Jeff fait ça maintenant depuis 5 ans, je crois, a publié un blog post chaque fois après le Prime Day pour expliquer voilà la capacité IT qu'Amazon a consommé sur AWS. Et je disais dans l'intro, si vous avez encore des doutes quant à l'élasticité du cloud, à cette capacité de vous rajouter de la capacité à la demande presque automatiquement, eh bien, j'espère que ces doutes sont levés. Si vous aussi, vous avez des événements de grande échelle, comme des promotions, des événements sportifs à retransmettre ou des choses comme ça, n'hésitez pas à aller regarder un de nos services qui s'appelle AWS Infrastructure Event. C'est pas vraiment un service, c'est un programme, AWS Infrastructure Event Management, où on vous guide, vous pourrez rentrer en contact avec les équipes AWS et on va vérifier ensemble que votre infrastructure est scalée ou est capable de scaler pour absorber la charge de votre event. Ça se fait une petite dizaine de semaines avant votre event, donc ne traînez pas trop évidemment, c'est quelque chose qu'on prépare depuis plusieurs mois en amont à des events comme un Prime Day. Et c'est tout pour aujourd'hui avec les nouveautés des 2 ou 3 dernières semaines de AWS. La semaine prochaine, dans le podcast AWS, nous allons parler services de renseignement, mais au niveau militaire, et comment une start-up française qui s'appelle Preligence utilise des techniques d'apprentissage machine pour analyser des données et pour construire des solutions vendues ensuite aux différentes forces armées, aux services de renseignement civils ou militaires. Donc des données extrêmement confidentielles, extrêmement sous un fort besoin de conformité. On parlera de tout cela dans le prochain épisode vendredi prochain. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict et tous les autres. Passez une très bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.